Et nous recevons avec bonheur Xavier Aimant, qui est là pour nous faire pleurer sur le sort des prisonniers. Tout à fait, et vous allez voir que c'est justifié. Je voulais en effet évoquer aujourd'hui le programme numérique en détention. Alors ce programme a été lancé en 2018 par Nicole Belloubet, qui était alors ministre de la Justice, avant d'aller sévir à l'Éducation nationale. Alors qui a dit que nos gouvernants manquaient d'idées, d'imagination et que notre pays n'avait plus un sous-vaillant ? Eh bien les mauvaises langues colportant ce genre d'ineptie vont être fort désappointées en découvrant ce merveilleux programme numérique en détention, mis au point pour, je cite, améliorer la vie des prisonniers et apaiser les tensions au sein des établissements carcéraux. Apaiser les tensions. Et c'est toujours très important. Il est vrai qu'il y a quelques tensions dans ce genre d'établissement. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien, le programme consiste à distribuer à 25 000 prisonniers des tablettes numériques Samsung Galaxy Tab pour l'objectif suivant: aider les détenus à accomplir certaines tâches administratives via ces tablettes numériques, sans passer par les gardiens. Donc les tâches peuvent être rédaction du courrier, gestion de leur planning de parloir, achat de cantine, etc., etc. Intention louable, mais aux surprises, ce dispositif, je cite encore, a été détourné de sa visée initiale. Mais c'est incroyable. Incroyable, j'allais le dire, tout à fait surprenant, car en effet, ces tablettes Samsung, qui auraient dû rester fixées au mur des cellules, encastrées dans des sarcophages prétendument inviolables, seraient au final surtout utilisées pour se distraire et pour communiquer sans contrôle à l'extérieur. Mais c'est incroyable. Alors, au passage, nombre de détenus ont d'ailleurs profité de cette généreuse dotation pour faire connaître sur les réseaux sociaux, notamment leur opinion concernant leurs gardiens. On imagine tout le bien qu'ils ont pu en dire. Un détenu est même parvenu à accéder facilement à Internet, ce qui est essentiellement impossible, évidemment, et s'en est vanté sur les réseaux, proposant de vendre pour 50 € un tutoriel permettant de surfer sur le web et de regarder, comme lui, des clips de musique et des films. J'espère qu'il a été recruté par la DGSI. Oui, en tout cas, il a l'air d'avoir une certaine connaissance Il se trimballe sur Internet, le monsieur. Technique. Alors, évidemment, ça fait un peu sourire, mais le coût total envisagé pour cette remarquable opération est quand même de 125 millions d'euros. Bon, c'est une poussière. Alors, 125 millions d'euros. Alors, heureusement, cette somme ne sera en fait pas entièrement dépensée. Parce que Gérald Darmanin, qui est l'actuel ministre de la Justice, comme tout le monde le sait, a tout de même décidé de siffler la fin de la plaisanterie et il a suspendu le programme, ce qui gèle les 65 millions d'euros de crédits qui n'ont pas encore été dépensés. Enfin, le contribuable aura tout de même sorti de sa poche 60 millions d'euros pour permettre à Kevin et Matteo, comme dirait le ministre, d'accéder à YouPorn et TikTok. Alors encore une fois, on pourra se féliciter du remarquable sens des priorités et de la hiérarchie des problèmes de nos gouvernants. Parce que mon propos ne consiste pas à tomber dans un discours trop entendu, notamment à droite, consistant à affirmer que les prisons sont dorénavant des colonies de vacances et que c'est un scandale car les condamnés sont là pour en baver au maximum. Alors tout d'abord parce que c'est faux. C'est faux, les prisons françaises ne sont pas des colonies de vacances, loin s'en faut, et la France est d'ailleurs régulièrement montrée du doigt et même condamnée pour la vétusté, la dangerosité et le surpeuplement de ces établissements carcéraux. Ensuite, c'est parce qu'un si un détenu est... Pardonnez-moi Xavier, il faut effectivement, on entasse les prisonniers dans des cellules qui sont faites pour un nombre de prisonniers bien inférieur, et là aussi, c'est à cause de nos gouvernants qui refusent de construire les prisons dont ils disent pourtant à chaque début de mandature, qu'ils vont les construire et qu'elles sont nécessaires. Exactement, c'est d'ailleurs là où j'allais en venir. Pardon, excusez-moi, ça m'apprendra à être de droite moi aussi. C'est tout à fait dans la logique du propos, parce que justement, si un détenu est placé en prison, c'est pour d'une part protéger la société de ses possibles méfaits et pour le punir de ses délits ou de ses forfaits. Mais il n'y a pas pour autant à connaître des conditions de vie dégradantes et déshumanisées. Par ailleurs, toute personne qui, comme moi, a déjà eu un ou des camarades ayant bénéficié de l'hospitalité des geôles républicaines, sait pertinemment que l'on peut se retrouver derrière les barreaux sans être pour autant un criminel ou une canaille, bien au contraire. Donc il n'y a aucune raison, autre que le sadisme par procuration, à souhaiter que les conditions de détention soient les plus abominables possibles. Donc pour ma part, ce n'est donc nullement le fait qu'il existe des programmes d'amélioration des conditions de vie en prison qui est critiquable, mais l'inanité, justement, comme vous le disiez, et la bêtise de ces programmes. Justement, dans un pays, vous l'avez noté, qui compte plus de 80 000 détenus pour seulement 60 000 places officielles de prison, on ne trouve rien de plus urgent que d'investir dans des gadgets
technologique plutôt que dans la rénovation ou dans la nécessaire ouverture de nouvelles places de détention pour éviter cet entassement qui est extrêmement générateur justement de tensions, de conflits, de violences, etc. Et oui, Adama etc. Traoré avait été réduit à attaquer à la fourchette son compagnon pour demander des privautés sexuelles, uniquement dû sans doute à la trop grande proximité à l'intérieur de la cellule. Disons que ça peut être un facteur aggravant. Voilà. Il y a sans doute d'autres explications. Peut-être Adama avait-il autre chose en tête. Mais donc, vous voyez, pour conclure, on peut voir que l'obsession assez guignolesque de la Startup Nation pour la technologie et ses différents colifichets et la recherche d'une communication toujours plus clinquante et démagogique frappe, encore une fois, et frappe dans des domaines auxquels on ne s'attendrait pas forcément, même dans les prisons. Donc aujourd'hui, le contribuable a dépensé, encore une fois, 60 millions d'euros pour cette plaisanterie. Il a craché au bassinet, et le détenu, pour sa part, aura la joie de pouvoir jouer à Candy Crush, mais au fond d'une cellule crasseuse et insalubre, occupant avec 3 autres personnes un espace prévu pour seulement 2. C'est sans doute cela que nos grands humanistes appellent le progrès. Merci beaucoup Xavier Aymon, vous avez parfaitement raison de dénoncer l'état des prisons françaises. C'est assez amusant, les prisons françaises ne s'améliorent que quand il y a un ministre de la Justice qui a lui-même connu la tôle et qui arrive au pouvoir, ce qui est arrivé de temps en temps en France. Et là, brusquement, il se rappelle ce qu'il a vécu et il essaye d'améliorer les choses. Et c'est un vrai scandale, ces prisons françaises. Et des amis avocats me racontaient que certains détenus arrivant d'Afrique noire ou de pays d'Europe de l'Est suppliaient d'être internés chez eux plutôt que d'être internés en France, autrement dit réclamaient d'être expulsés, tellement la réputation des prisons françaises à l'étranger n'est plus à faire justement et était absolument abominable. Ah oui, je pense que c'est une catastrophe. C'est même un peu honteux pour un pays comme la France qui se veut un pays quand même encore développé, un pays, le fameux pays des droits de l'homme. Les droits de l'homme, ça continue aussi en prison et justement, on n'a pas humilié à faire vivre les gens dans des conditions abominables, d'autant plus que ça ne va pas aider à leur éventuelle réinsertion à la sortie de la prison. En plus, c'est un double scandale parce que, comme partout, en fait, il y a aussi la question un peu de la lutte des classes, si vous voulez, en prison. Quand vous êtes un VIP, vous allez avoir des conditions de détention, en effet, qui peuvent être très agréables, voire assez proches, en effet, de celles d'une hôtellerie modeste, mais même confortable, alors que quand vous êtes un kidam ou un lambda, vous êtes entassé et dans une promiscuité qui peut être non seulement dégradante, mais dangereuse. Voilà. Rappelons que Adama Traoré a su utiliser les fourchettes que l'administration pénitentiaire met à la disposition des détenus d'une manière extrêmement créative, dont on n'a pas assez salué l'originalité. Il y a une officine du ministère de la Justice qui est chargée de la construction de toutes les prisons et de toutes les salles de justice et qui est régulièrement, ou pas assez d'ailleurs, pointée du doigt pour ses cahiers des charges aberrants et les malfaçons dans la construction des édifices, y compris les édifices pénitentiaires. Et comment se fait-il que la France réussisse non seulement à en construire trop peu, mais en plus à les construire très mal ? Je parle des prisons. Je crains que ce soit une dégradation générale aussi et une multiplication de l'incompétence. On peut voir que les choses fonctionnent de plus en plus mal un peu dans tous les domaines, donc il n'y a pas de raison que celui-ci soit épargné. Je pense qu'un des problèmes, c'est qu'en fait, aucun politique n'ose vraiment prendre ce sujet à bras le corps et donner les moyens qu'il faudrait. Parce qu'en fait, c'est pas très populaire. Dire qu'on va dépenser beaucoup d'argent pour construire des prisons, pour lancer un vrai programme à la fois de réhabilitation et d'accroissement du parc carcéral, c'est pas un argument dans un programme qui fait rêver les électeurs. On dit pourquoi dépenser de l'argent pour ces gens-là, etc., etc. Donc en fait c'est quelque chose qu'on met quand même beaucoup sous le tapis, je trouve. Il n'y a pas vraiment dans les programmes que j'ai pu lire des différents partis, de véritables grands projets de réforme, alors que l'échec est quand même absolument patent. Les taux de récidive en France sont extrêmement élevés. On voit bien que la prison ne remplit pas son rôle, c'est-à-dire qu'elle ne protège plus, puisque beaucoup de voyous continuent leurs activités délictueuses depuis les prisons. Parce qu'en fait, les prisonniers n'ont pas attendu d'avoir les Samsung tablettes pour communiquer avec l'extérieur. On sait que malheureusement, il y a énormément de téléphones portables qui circulent, que tout circule d'ailleurs à peu près dans les prisons, notamment les drogues. C'est ce qui est totalement quand même aberrant. Un lieu clos de ce type, on pourrait imaginer que ce soit efficacement contrôlé.
Or, on sait bien qu'à peu près tous les produits circulent dans ces prisons, ce qui est absolument scandaleux. Maïs, qu'est-ce que vous pensez de la nécessité d'investir dans les prisons et de faire en sorte que la vie des prisonniers ne soit pas un enfer ? Moi, je suis pas du tout favorable, puisque bon, je pense que l'argent public, on peut le mettre ailleurs. Quand on voit que les Français doivent se serrer la ceinture tous les mois, honnêtement, donner des sous pour des prisons et surtout, des prisonniers. Surtout quand on voit l'état de la justice actuelle, les peines qui sont données aux criminels. Honnêtement, je pense pas que des criminels aient plus de légitimité à obtenir une meilleure vie plutôt que des Français qui cotisent, qui travaillent et qui sont tout à fait honnêtes. Alors, il y a plusieurs points pour répondre à votre remarque. D'une part, si justement on veut que la justice fonctionne, il faut qu'on puisse mettre les gens en prison. Or, aujourd'hui, il n'y a pas assez de place en prison pour les accueillir. Donc forcément, il faut investir pour construire de nouvelles prisons. Et c'est l'un des arguments des juges pour justement ne pas les embastiller. Et c'est pour ça qu'il y a autant de peines qu'on appelle de peines de substitution, les fameux bracelets électroniques chers à notre ancien président Nicolas Sarkozy, et qu'on voit en effet et que beaucoup de voyous ne vont plus en prison parce qu'en effet, on ne sait pas où les mettre. La deuxième chose, c'est que évidemment personne ne veut que ces prisons ressemblent à des centres de vacances, mais si on veut, il faut penser que ces gens ne sont pas des gens qui sont exclus définitivement de la société. Il y en a certainement certains qui resteront toujours des voyous et qu'on n'arrivera pas à réinsérer. Mais si on veut espérer récupérer et remettre dans la société sans qu'ils soient dangereux un certain nombre d'anciens détenus, il faut qu'ils aient des conditions d'existence qui ne les rendent pas malades, cinglés, comme c'est le cas souvent actuellement, avec de la violence perpétuelle, la peur perpétuelle, du bruit infernal en permanence, parce que bon, pour avoir connu quelques personnes qui ont pu passer des séjours là-bas, ceux qui ont des peines assez courtes et plus de liberté sont rackettés par les plus grands voyous, sont obligés à faire des trafics, notamment récupérer des choses dans les parloirs, etc. Donc en risquant des aggravations de peine, on mélange des gens qui n'ont rien à faire ensemble, les petits voyous vont devenir des grands, et que c'est un échec. La prison, encore une fois, c'est qu'une étape, à part pour ceux qui ont commis des crimes abominables. Or là, on produit à la chaîne de la récidive et de l'accroissement de gravité des forfaits. Mais très précisément sur ce sujet, moi j'avoue que j'ai pas autant de camarades que vous qui ont fini dans les geôles républicaines, comme j'en ai pas les centaines non plus. Mais vous fréquentez des personnes absolument. Il y a des gens très bien qui sont allés en prison. On peut très facilement. Je voudrais juste dire ça. C'est très facile. Les gens pensent que parce qu'ils sont honnêtes, parce qu'ils font pas de trafic de drogue, etc. C'est pas les sujets qui les concernent. Ça va très vite. Il peut y avoir plein de choses. Une bagarre, une autodéfense, une manifestation politique qui tourne mal. Donc, il faut pas croire qu'en prison il y a que des crapules abominables. Donc, il faut aussi tenir compte de cette diversité des populations carcérales. Et la diversité dans le bon sens du terme, comme vous diriez, Maëlys. Ce que j'allais dire. Oui, exactement. Non mais oui, et alors oui, donc concrètement, j'ai pas forcément autant de cette connaissance-là, mais ce qu'on aperçoit généralement des prisons, ça va être des vidéos qui vont être publiées sur les réseaux sociaux par les détenus, qui vont avoir une tendance à montrer un peu à quoi ressemblent leurs cellules, leur quotidien, etc. Ce qu'on voit régulièrement, c'est des PS4, enfin des PlayStation. Ce qu'on peut voir aussi, c'est en tout cas une sorte de confort de vie qui ressemble à celui d'un étudiant dans une chambre de bonne de 12 mètres carrés à 2. Donc évidemment, il y a une promiscuité. Je dis pas que c'est des conditions idéales, mais enfin, la vie n'a pas l'air si pénible que ça. Et à côté de ça, évidemment, je vous rejoins tout à fait sur le fait que, par exemple, c'est absolument hallucinant qu'on puisse avoir des grands criminels et des petits délinquants exactement dans la même prison, etc. Bien sûr qu'il y a des influences. D'un autre côté, il y a quand même cet aspect où est-ce que les conditions de vie sont réellement si terribles, et est-ce que la notion de la sanction est vraiment comprise? Et parce qu'en fait, quelque part, ce qui empêche la récidive, c'est aussi le fait de considérer que la prison
est une chose tellement, entre guillemets, terrible que y revenir serait vraiment quelque chose de particulièrement dommageable et un vrai handicap, quoi. Oui, vous avez tout à fait raison. Alors, ces vidéos qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est comme toujours avec les réseaux sociaux. En fait, c'est des choses déformantes. Ça représente pas une réalité. C'est pas parce qu'on a vu 4 vidéos, en effet, d'un type qui s'était fait une piscine gonflable dans dans sa cellule, ou le fameux aussi, il y avait une course qui avait été organisée, une course de cartes qui avait été organisée. Ce sont des exemples. La réalité statistique, elle est dans les rapports annuels, elle est dans les dénonciations, les dénonciations de la Cour européenne des droits de l'homme. On peut en penser ce qu'on veut, mais elle fait quand même un travail de terrain. Statistiquement, c'est pas ça. Évidemment qu'il y a des cas particuliers qui sont choquants, mais il faut pas confondre ces micro-phénomènes avec la réalité globale des prisons. Après, que les prisons, déjà être privé de liberté, c'est déjà très difficile. Hein. Je veux dire, on a vu dans quel état ça a mis les gens le Covid, alors qu'ils étaient quand même pas en prison, mais enfermés chez eux. Donc l'enfermement, c'est déjà une punition en soi. Oui. C'est ça qui est fascinant, c'est qu'en fait, la vraie peine, c'est le fait d'être privé de liberté. Mais les Français sont tellement habitués à ne plus avoir de liberté que le fait d'être privé de liberté ne leur paraît pas être un véritable châtiment. Nous sommes libres de circuler, etc. Celui qui est en prison ne le peut pas. Nous sommes libres d'acheter. Celui qui est en prison ne le peut pas. Nous sommes libres d'être en relation. Celui qui est en prison ne le peut pas. Mais les Français ont été tellement bridés, la République a réussi à éteindre tellement les libertés qu'elle proclame en permanence, que la prison doit en plus devenir un enfer pour être véritablement punitive. Là, on voit bien ce que c'est qu'un État moderne qui, en fait, habitue les gens à être des moutons. Oui, je suis assez d'accord avec vous. Et puis en plus, il faut faire la part des choses entre différents types de détenus. En effet, il y a des détenus pour qui aller en prison, c'est plus une véritable sanction, puisqu'en fait, ils connaissent quasiment que ça. Ils font des allers-retours en permanence, ils retrouvent leurs copains de cité. Et pour cela, ils ont leurs habitudes, ils arrivent à se fournir, sur le téléphone, en drogue, tout ce qu'on veut, etc. Donc évidemment, pour cela, la prison n'est pas forcément très dissuasive. Mais justement, c'est aussi ça qu'il faudrait repenser. Est-ce qu'il ne faudrait pas des établissements plus spécialisés pour ce type de personnes? Justement, le gouvernement voulait mettre en place des quartiers de lutte contre la criminalité organisée. Et là, il y a une tribune qui est sortie hier dans Le Monde de différents avocats qui se plaignaient de cette possible mise en place en disant que c'était un grand bond en arrière, que c'était un dispositif inefficace, contraire au droit, parce que dans ces quartiers, donc les grands criminels, notamment dans le narcotrafic, n'auraient pas la possibilité de voir leur famille dans les parloirs, seraient contraints à être dans un isolement total. Qu'est-ce que vous en pensez ? À partir d'un certain niveau de criminalité, moi je pense qu'il faut être très dur. Oui. Je veux dire, je suis pas du tout un laxiste. Hein. J'espère que les gens n'auront pas cru que ça. Si, je pense en effet, mais il faut que ce soit proportionné. Et donc, en effet, les gens qui ont fait crever des milliers de gamins en trafiquant de la drogue ne puissent pas voir leur famille, ça me traumatise pas plus que ça. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais très récemment, enfin pas plus tard qu'hier d'ailleurs, des médias ont divulgué des photos des suspects du meurtre de Thomas qui, se montrent en prison, l'air totalement enjolés, avec leur maillot du PSG, du Real Madrid et compagnie, qui sont là, tout sourire. C'est quand même assez aberrant. Après, il y a aussi ce que les gens veulent montrer et la réalité. Hein. Moi, j'ai des amis aussi, j'ai pas que des amis prisonniers, j'ai eu des amis aussi qui étaient gardiens. Les gens qui pleurent, tous les voyous qui jouent les cadors dans leur clip de rap et qui après pleurent le soir ou se font pipi dessus dans leur lit, ça existe aussi. Donc il faut encore une fois, il faut pas confondre la posture et la réalité. Mais merci beaucoup Xavier Aimant, c'est un sujet passionnant, il faudra en parler autrement que dans l'édition.